Bonjour, nous sommes Guénaëlle Faye et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Hello, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis toute seule au micro, c'est Caroline. Et dans cet épisode, je vais vous parler de visibilité. Comment se rendre plus visible quand on n'aime pas se montrer? Gros sujet. Alors ce matin, c'était marrant, j'ai posé une question à une salle pleine de créatives. Quand vous pensez, donc voilà la question, quand vous pensez à vous rendre visible, à vous montrer, à exprimer un peu qui vous êtes, à vous présenter, quel est le premier mot qui vous vient? Et les réponses que j'ai eues sont très éloquentes, ça parle d'elles-mêmes. J'ai eu stress, danger, peur du jugement, peur du rejet, pas légitime. Voilà les réponses que j'ai eues. Il y a quelque chose que j'entends vraiment très régulièrement, c'est je veux plus de visibilité, mais je déteste parler de moi. Ou je me sens pas légitime. Ou ça me stresse de me montrer, je vais perdre mes mots et au moment où on va me demander qu'est-ce que je fais dans la vie, je sais plus le faire. Sur tout ce groupe de femmes, et il y avait quelques hommes quand même aussi, il y a une seule personne qui m'a répondu de la joie. En fait, moi, j'aime bien, j'ai de la joie quand je me présente. Une seule personne. Et pourtant, toutes ces femmes font un travail vraiment extraordinaire. Elles créent de belles choses, profondes, singulières. Alors pourquoi est-ce si difficile finalement de se montrer ? De montrer vraiment qui on est en toute sincérité. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de visibilité au sens large, c'est-à-dire se rendre visible à des galeries, des boutiques, envoyer des candidatures, utiliser les réseaux sociaux, participer à des événements. Je vais vous partager un peu ce qu'on a nous compris sur le fait de se rendre visible ou non, en s'appuyant à la fois sur les nombreux artistes qu'on a pu accompagner, et puis aussi sur nos expériences personnelles. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Je vais me mouiller un peu. Je vais vous raconter un peu une anecdote sur justement cette problématique de se rendre visible. En fait, pour notre site internet, on a dû faire des vidéos. Et la manière de filmer ces vidéos m'ont complètement bloquée. Alors, je vous explique. En fait, dans ces vidéos-là, tout est hyper bien scripté. On sait exactement ce qu'on doit dire à l'avance, c'est vraiment du mot pour mot. Et je pensais que j'allais y arriver sans aucun problème. Enfin, je veux dire, je suis capée, tout va bien, etc. Et en fait, pour moi, ça a été un réel effort. Je n'arrivais pas à dire mon texte de manière fluide, sans bafouiller, sans m'arrêter, sans oublier un mot. Et je l'ai répété. Je vous assure, c'était une réelle souffrance. Ce que j'ai compris en y réfléchissant, de cette expérience en tout cas, c'est deux choses et ça n'a rien à voir avec, un manque de confiance ou un manque de stratégie. Là, on est plus sur une combinaison de 2 facteurs. Le premier facteur, c'était que j'étais pas alignée avec le texte qui m'a été donné. C'était pas vraiment mes mots, c'était pas ma manière de parler. Et donc, il y avait un décalage entre ce que je disais et ce que j'avais envie d'incarner finalement. Je me coupais vraiment de ce qui était important pour moi, je me coupais en fait de ma manière d'être, de ma spontanéité, et ça m'a totalement bloquée. Donc là, je vous raconte pas, quand il faut se présenter, se rendre plus visible avec ce cadre-là, ça a été très compliqué. La deuxième chose, c'était de ne pas comprendre ce qui se passait, l'émotion que je ressentais au moment où ça se faisait. C'est-à-dire que j'étais honteuse de pas pouvoir sortir mon texte comme je le souhaitais. Je me sentais du coup peu légitime. Je me sentais vraiment inconfortable. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, de reconnaître aussi ce qu'on ressent et de poser des mots dessus. Donc là, les mots que j'emploie, ils sont forts. C'est vraiment des émotions qu'on n'aime pas ressentir. Et c'est comme si aussi, il y avait une petite voix à l'intérieur qui me dit « Attention, ces vidéos, elles vont te montrer partout, tu vas te rendre visible. » Et il y avait un voyant dans mon cerveau en disant « J'étais en mode panique, vraiment. » Là, pour moi, c'était visibilité égale danger. C'est comme s'il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui disait
Reste bien planqué là où tu es, surtout ne va pas te montrer parce que c'est dangereux. Alors si vous vous reconnaissez un peu dans ce cas-là, dans ces cas-là, bah déjà je voudrais vous rassurer, vous n'êtes pas seul, vous voyez, même moi, je ressens ça, j'ai traversé ça et en fait, ça m'a beaucoup appris cette expérience-là parce que maintenant je peux en parler, j'ai travaillé dessus et je vais vous dire exactement ce que j'en ai appris, et ce que je mets maintenant en place pour quand même continuer à faire du contenu, à me rendre plus visible parce que c'est tellement important pour moi et je vais vous donner tout ce que j'ai appris ici. Donc la première chose que j'ai compris, c'est que la peur ou c'est cette émotion un peu inconfortable, désagréable, quand ça me coûte, ça vient dire quelque chose de moi. J'entends beaucoup d'artistes me dire, voilà, j'aime pas me montrer, mais en fait, en creusant, je me suis rendu compte que le fait de se rendre visible déclenche vraiment deux peurs très différentes. Soit c'est la peur du jugement, donc c'est plus une peine sociale. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Soit aussi ça peut impliquer une autre peur, c'est-à-dire la peur que ça fonctionne. Se rendre visible aussi, c'est se donner la possibilité de vraiment gagner en visibilité. Et donc gagner en visibilité, gagner en opportunité et faire que ça marche. Et si ça marche, si je réussis, si je suis dans l'abondance, mais qu'est-ce qui va se passer aussi? Ça va être une pression peut-être supplémentaire de continuer à garder ce rythme-là qui peut être aussi peut-être intense, qui peut le fait aussi de réussir peut nous renvoyer à des choses plus profondes. Donc oui, certaines peurs sont un peu à différencier, à séparer. Et je vous invite à vous poser la question quand vous vous rendez visible comme ça, qu'est-ce que ça vient chercher comme type de peur? Est-ce que c'est une peur du jugement? Donc là, on est plus dans une peine sociale. Ou est-ce que c'est une peur qui implique que ça peut fonctionner, que ça marche? Le deuxième point aussi qui m'est apparu, c'est le fait de parler de soi. En fait, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à nu totalement, ok? Évidemment, l'idée, c'est d'être vraiment dans une sincérité. Plus on va être sincère et plus on va connecter aussi aux personnes. Mais ça veut pas dire non plus surexposition, raconter toute sa vie, raconter son intimité, etc. Je pense que c'est pas ça que les personnes ont envie de savoir quand on est créateur, artiste, artisan d'art. Les choses qu'on peut partager, il me semble, les plus percutantes, c'est déjà ce qu'on explore. C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux dire au travers de mes créations? Ensuite, c'est ce qui rend mon approche vraiment singulière, de manière tangible et intangible. C'est-à-dire, c'est quoi mes éléments de différenciation? Qu'est-ce qui me différencie finalement de mes pairs à un niveau tangible, en termes de couleur, de forme, d'univers et d'intangible aussi. Donc là, c'est plus qu'est-ce que je veux dire, encore une fois, au travers de mes créations, quelles sont mes valeurs hautes, quelle est ma personnalité, quel est mon caractère, c'est le fameux comment je vais incarner en fait ma posture d'artiste, par quoi ça va passer chez moi. Et puis la dernière chose aussi, c'est ce qu'on refuse, nos limites, c'est-à-dire ne pas vouloir communiquer par exemple sur ses enfants. Moi, c'était un parti pris par exemple. Ou alors dans un cadre bien particulier, comme par exemple ce cadre que j'ai testé, c'est-à-dire je dois relire le script pour faire une vidéo de présentation, ça, je pense que je le ferai plus jamais. Voilà. Et c'est quelque chose qui ne me convient pas, qui ne convient pas à mon caractère. Et donc, je vais faire autrement. Donc, c'est aussi ça, c'est de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et de se dire, OK, bon, ça, ce genre de choses, moi, ça ne me convient pas, j'y mets un cadre. Et finalement, le vrai problème, c'est pas de se montrer, c'est plus de se raconter. Se raconter par exemple à une galerie, à une boutique, à une opportunité d'expo, je sais pas, à un collectionneur. Tout ça, ça va passer par une chose simple, ça va passer par votre capacité à rendre lisible votre travail. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme création? Quel médium? Quel univers? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on sent une cohérence entre toutes les créations produites? Est-ce que c'est maîtrisé? La qualité, les finitions, etc. Et si c'est trop hétérogène, s'il y a plein de styles mélangés, pas de série, pas de fil rouge, ça crée une sorte de sensation, je sais pas comment le positionner, je sais pas comment positionner cet artiste-là. Ça m'apparaît comme quelque chose qui n'est pas clair pour moi, en tant que galeriste, en tant que responsable de boutique, etc. Donc la vraie question à se poser, c'est vraiment de se mettre à la place, évidemment, de la personne qui va recevoir vos créations.
que ce soit une boutique ou une galerie ou un collectionneur, c'est vraiment cette question du positionnement. Quels sont vos formats, votre gamme de prix, votre type de pièce? Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est des pièces uniques? Est-ce qu'on fait de l'édition? Votre cohérence esthétique, votre public, à qui ça parle en fait. En fait, la boutique, la galerie ou le collectionneur, il va avoir une approche très pragmatique. À quel type de client je le propose? Dans quel espace je vais l'accrocher ou le présenter, cette création? Est-ce que ça va compléter ma sélection? Est-ce que je vais pouvoir le présenter facilement? Parce que derrière, pour lui, il va devoir l'expliquer à ses clients, il va devoir écrire un cartel, il va peut-être devoir défendre vos créations auprès d'un comité, ou le raconter dans une newsletter. Donc il faut qu'il y ait une phrase qui soit simple, du type, cet artiste explore, ou il travaille de telle manière. Son œuvre questionne, Que ce soit vraiment une intention claire. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple pour un peintre, vous avez 20 tableaux, que sur ces 20 tableaux, il y a 6 styles différents, il y a 4 médiums différents, il n'y a pas du tout de série, il n'y a pas de lien entre les unes et les autres, il y a un texte qui est flou, pour la galerie, ça va être compliqué à défendre. Alors que si il y a peut-être moins de tableaux, une dizaine de tableaux, une série claire, avec des variations, une intention claire, la galerie, elle va savoir comment construire son exposition, l'accroche de vos tableaux et comment mettre en valeur votre travail. Donc là, j'exagère un peu, évidemment, pour bien comprendre ce que je veux démontrer, mais vous voyez que l'intention, la structure de toutes vos créations va être importante. Au même titre que des boutiques ou des concept stores. Si par exemple vous arrivez avec des créations très variées, on ne peut pas trop identifier le niveau de gamme, il n'y a pas de cohérence, ça va être impossible de savoir quoi commander. Alors que si vous avez une collection claire avec un univers cohérent de 3-5 produits phares, où vraiment on comprend ce que vous voulez dire au travers de ces créations, là la boutique peut acheter, peut exposer. En fait, la galerie ou même une boutique ou un collectionneur, il va pas vous demander d'être à l'aise, il vous demande vraiment d'être compréhensible vite. En 5 secondes, je capte l'univers. En 30 secondes, je peux le raconter. En 2 minutes, je vois où ça va, où je vais le placer, quoi. Et puis, si c'est lisible, si c'est compréhensible, là, l'opportunité devient possible. Alors que si c'est pas lisible, vous allez devoir en parler 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et c'est là que ça va vous coûter en termes d'énergie. Et d'ailleurs, ça fait du lien avec le point suivant, qui est que si vraiment parler de vous, ça vous coûte énormément, c'est souvent parce que vous essayez de bien faire, de trop bien faire. Et vous n'êtes pas dans la justesse pour vous. Quand vous essayez de bien parler de vous, de votre présentation, etc., vous partez de votre tête. Vous cherchez la bonne formule, vous vous observez en train de parler, vous vous corrigez, vous allez peut-être même vous juger. Et là, en fait, c'est normal que ça vous épuise. Alors que parler de vous, l'exercice à faire, il est vraiment de redescendre dans le cœur, c'est-à-dire de parler avec son cœur, de parler en toute sincérité des choses qui nous touchent, des choses qui ont vraiment du sens pour nous. Et là, les mots vont sortir naturellement parce qu'on est dans un sujet de passion aussi. C'est ce que vous êtes en train de créer, ça a vraiment du sens pour vous, c'est important pour vous. Donc si vous vous connectez plus au cœur qu'à la tête, vous allez créer cette connexion avec votre public. Et la confiance, ça vient vraiment en faisant. Ça va être dans la répétition. Je vais vous donner un exemple d'une artiste qu'on a accompagnée, qui est céramiste, et qui avait beaucoup de difficultés aussi à s'exposer. Et elle travaillait sur sa bio pour vraiment pouvoir se présenter avec le plus de justesse, de choisir ses mots, etc. Et en fait, quand elle est dans le trop bien faire, elle va réécrire 40 fois, ça, j'exagère à peine, mais elle l'a réécrit, mais trop de fois sans passer à l'action. Et résultat, en fait, elle a procrastiné, elle a laissé passer des dates, parce que c'était trop dur pour elle. La pression, elle était trop forte, la peur, elle était trop forte. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est, comme exercice, on l'a reconnecté à ce qui a vraiment du sens pour elle. Donc, c'est toute la première partie dans notre programme, du module 1.
qui justement vient traiter de pourquoi je crée, qu'est-ce qui est important pour moi, et à force de creuser ça, de se reconnecter à ça, elle a réussi à réécrire sa bio avec plus de justesse en fait, parce que ça venait reconnecter à vraiment quelque chose qui part du cœur finalement. Là, on va pas chercher à impressionner, on va pas chercher à raconter des histoires grandiloquentes. On cherche vraiment une justesse pour soi et de faire ressortir sa singularité. Et le fait d'aller chercher ça chez elle, qu'elle ait posé aussi sa bio avec plus de cœur finalement, en cherchant le bon vocabulaire pour elle, son vocabulaire bien singulier, elle le connaît presque sur le bout des doigts, elle l'a répété X fois à l'oral, et maintenant c'est très facile à la fois de se présenter à l'oral comme aussi à l'écrit. Et il y a vraiment quelque chose aussi de super important, c'est d'assumer votre différence. Assumez qui vous êtes, vraiment, en toute sincérité. Moins vous allez jouer un rôle, plus vous allez être vraiment dans une sincérité totale, et plus c'est là où vous allez connecter avec les personnes. C'est vraiment ce qu'on prône en tout cas dans notre programme, c'est de parler avec son hyper-sincérité. Plus vous assumez votre différence, plus vous l'incarnez avec justesse et plus vous parlez de vous, ça devient léger, ça devient facile. Parce que vous n'êtes plus en train de vous fabriquer un personnage vendable, vous êtes en train d'exprimer quelque chose de vrai, et ça change tout. Vous n'êtes plus dans la représentation, vous êtes vraiment dans l'expression de vous-même. Et puis du coup, ce qui vous coûte avant, c'est-à-dire parler de vous, etc., ça devient presque un jeu. Et ce qui va faire aussi qu'on va se souvenir de vous. Par exemple, si des personnes ne vous connaissent pas, vous découvrent et voient toute votre singularité, votre sincérité, ils vont se souvenir de vous. Dans un marché où tout est très standardisé, là, quelqu'un qui parle vraiment de manière sincère et spontanée, mais je vous assure qu'on s'en souvient, ok ? Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a une autre chose aussi que je retiens vraiment, c'est que on n'a pas besoin d'être ultra intéressant ou de s'inventer une vie incroyable. Vous avez vraiment besoin, par contre, d'être spécifique. Le fantasme de il faut une histoire extraordinaire pour intéresser, c'est pas ça. La réalité, c'est que ce qui attire les bons clients, c'est vraiment votre spécificité. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos pairs ? Ça va être une démarche artistique claire, une obsession particulière, une contrainte, une question, un point de vue, une matière, une manière de regarder le monde différemment. Ça va être votre pensée unique, avec vos créations uniques. Votre différence, elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Elle a besoin surtout d'être assumée et répétée. Et en fait, cette différence qui est spécifique, cette différence qui est la vôtre, on n'a pas besoin d'avoir un charisme de dingue. On a surtout besoin d'avoir de la clarté. Ça, c'est primordial. De pouvoir communiquer ce qui est important pour nous, ce qu'on veut dire au travers de ces créations de manière claire et spontanée, c'est le plus important et c'est ce qui va vous amener vers avoir du charisme, ce fameux charisme. Donc, là, ce qu'on demande, c'est vraiment d'être clair. C'est qu'est-ce que vous faites, pourquoi, ça s'adresse à qui. Et ça, en fait, ça va être votre boussole. Vous allez pouvoir vous y référer. Et à force de le répéter, de l'avoir vraiment conscientisé, votre nervosité, quand il va falloir se présenter, tout ça, ça va disparaître. Parce que le message, il est posé et il est répété. Alors, ce que j'entends parfois aussi, c'est que je sais pourquoi je crée, je sais ce que je défends, j'ai pas envie de repasser par cette étape-là, par ce qu'on appelle, nous, l'ADN. L'ADN, c'est vraiment repasser sur ce qui est important pour nous, quels sont nos sujets de cœur, qu'est-ce qu'on défend exactement. Et en fait, je trouve qu'il y a une confusion énorme entre savoir son pourquoi et pouvoir l'exprimer de façon lisible et transmissible selon le contexte d'opportunité. Ça, c'est vraiment un exercice qui est difficile, parce qu'on peut savoir exactement ce qu'on veut dire, ce qu'on défend, mais de là à pouvoir l'exprimer de façon claire selon un contexte qui est différent, c'est plus compliqué. Parce que la galerie, la boutique ou même le collectionneur, il n'a pas toute une journée à vous accorder. Il va avoir une demi-heure, allez, 45 minutes max, et il va falloir pas le convaincre, mais en tout cas, lui expliquer votre univers. Et d'être dans toute sa sincérité, ça va faire la différence. Donc là, le sujet, vous voyez bien, il n'est pas de « est-ce que je connais mon pourquoi ?» Là, il est plus sur « est-ce que mon pourquoi est suffisamment clair pour être compris ?»
répété et défendu par quelqu'un d'autre. Et même les artistes les plus installés, ils reviennent sur leur ADN. Revenir sur l'ADN, c'est pas revenir au début, tout recommencer, pas du tout. C'est juste faire une mise à jour. Pourquoi ? Parce que l'ADN, c'est pas un devoir à rendre, c'est vraiment une boussole qui reste vivante, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Et il y a des bénéfices très concrets à repasser sur l'ADN. Le premier bénéfice que je vois, moi, à repasser sur son ADN, c'est que vous gagnez en précision. En fait, au début, quand on creuse un peu ce qui nous touche, qu'est-ce qu'on veut dire au travers nos créations, on est très souvent assez large. Et avec le temps, vous allez voir ce qui est vraiment central versus ce qui est un peu secondaire et dont on n'a pas vraiment besoin. Vous allez aller plus droit au but. Et le résultat, c'est que votre vocabulaire pour décrire votre univers devient de plus en plus ciblé, pointu, et puis du coup, plus mémorable. Et un autre bénéfice aussi, c'est que vous allez devenir plus défendable par d'autres personnes. Par exemple, un galeriste, un journaliste, un client, un partenaire, si votre ADN il est clair, ils peuvent en parler vraiment de manière correcte. Sinon, ils vont improviser et vous allez perdre en cohérence. Le fait de repasser sur son ADN, on réduit aussi sa charge mentale de parler de soi. Quand l'ADN il est posé, on se réinvente pas toujours en fait. Votre discours il est fait et c'est le même à chaque fois. Vous allez avoir 2-3 phrases pivots avec des preuves. Ça enlève cet épuisement de bien faire, de chercher le mot, de chercher le bon vocabulaire, etc. Le fait aussi d'avoir son ADN bien au clair, sa boussole, là, ça va vous permettre aussi de ne pas vous disperser. Parce que plus vous allez devenir visible, plus vous allez avoir aussi des sollicitations, des collaborations, d'autres expos, d'autres commandes. Et justement, cette boussole va vous servir de filtre. Alors, ce projet-là, oui, ça répond dans mes valeurs hautes, donc je l'accepte. Celui-là, non, ça fait pas partie de mes priorités, j'écarte. Donc là, vous protégez votre énergie, en fait, et puis aussi votre cohérence. Et puis, une dernière chose aussi que je peux voir, vraiment les bénéfices à faire cet ADN. Vous voyez combien je trouve que c'est important. Il y a plein de bénéfices, en fait. Vous intégrez aussi vos évolutions artistiques. Par exemple, votre travail, il évolue aussi. La technique, les thématiques. Et revenir à l'ADN, c'est intégrer cette évolution pour que votre communication soit pas trop en retard sur votre œuvre. Et je trouve que ça fait le lien avec le point suivant, qui est que quand on sait ce qu'on défend, quand c'est vraiment clair pour nous, qu'on a les mots, que c'est facilement transmissible, on a moins peur de le dire, parce que c'est juste vraiment pour nous. Donc ça, c'est une réponse à toutes les personnes qui n'osent pas se rendre visibles parce qu'il y a de la peur derrière. C'est se reconnecter aussi à cette boussole, à cet ADN qui va nous donner vraiment la source, la force pour aller le communiquer, parce que c'est tellement important pour nous qu'on a envie de le faire. Et quand la peur reste encore là, qu'elle est encore présente, c'est aussi se donner un cadre pour être plus confiant. La plupart des gens attendent de ne plus avoir peur là pour parler. Mais en vrai, la peur baisse quand votre cerveau comprend qu'il n'est pas en danger. Et pour ça, on peut mettre en place 2 choses. La première, c'est le cadre encore. Alors, c'est pas un cadre compliqué, c'est dur juste de se dire qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne veux pas dire, et les modalités, comment j'ai envie de le faire. Et on va choisir là où on est le plus à l'aise. Typiquement, moi, avec mon histoire de vidéo, jamais plus on me fera lire un texte scripté. Ça marche pas pour moi. Donc ça, j'en veux plus. La deuxième chose que je trouve hyper importante, c'est de prendre conscience de ce que cette peur vient dire de nous. Qu'est-ce qu'elle cache ? Et pour ça, on peut se poser plusieurs questions. Je vous en donne 3. La première, c'est si j'étais très visible, qu'est-ce que je risquerais de perdre ? Si j'étais très visible, qu'est-ce que je risquerais de perdre ? Perdre l'anonymat, ma tranquillité, ma liberté, mon temps. Qu'est-ce que je peux perdre en étant très visible ? Ça, c'est intéressant, je trouve. La deuxième question, c'est si ça marchait vraiment, qu'est-ce qui deviendrait plus difficile ? De maintenir le rythme, mon organisation, des sollicitations, des sursollicitations. Et la troisième question, c'est si je ne fais rien, quel est le coût pour mon activité artistique dans 3 mois ? Et pas que dans l'activité artistique, mais ça peut être aussi dans les 7 domaines de vie. Le pro, le financier, la santé, les relations, la famille. C'est quoi le coût si je ne fais rien, si je ne me rends pas visible ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que notre cerveau, c'est pas notre ennemi. Il fait son travail, il fait un travail qui a été utile à une période de notre vie et qui n'est plus valable aujourd'hui. C'est-à-dire que
de se rendre visible. Notre cerveau peut allumer des voyants en disant « attention, danger », comme si c'était le même danger que s'il y avait un lion en face de nous. On voit bien que c'est deux situations différentes, il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre. Donc c'est aussi le rééduquer avec cette méthode des petits pas, quoi. Et cette prise de conscience, ces prises de conscience. En tout cas, de venir re-questionner un mécanisme qui n'est plus adapté pour ce qu'on veut faire et pour nos expériences d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut vraiment ne pas se juger quand on ressent de la peur, c'est que ça vient nous protéger. Il y a une fonction, toute émotion a une fonction, la peur vient nous protéger de quelque chose. Et il faut aller comprendre ce que c'est. Et pour ça, si vous voulez bien, j'ai un petit exercice à faire. C'est hyper puissant comme exercice. Je vous invite à prendre un carnet, un stylo, et de m'écrire vos 10 actions pour vous rendre plus visible. Je vous donne des exemples. Première action, ça va être par exemple de liker ou commenter 3 comptes sur Instagram, Facebook, le réseau social que vous voulez, LinkedIn. La deuxième action, ça peut être de poster une photo d'atelier. La troisième, ça peut être une story détaillée de matière ou une story d'un sujet qui est en relation avec votre activité artistique. La quatrième, ça peut être un post. Ensuite, ça peut être une newsletter courte, ça peut être parler d'une œuvre en audio, ça peut être demander un avis à un professionnel, proposer une visite d'atelier, appeler une galerie, un concept store, ou carrément organiser un live, une conférence, ou organiser une exposition. Voilà. Et ensuite, vous allez noter l'intensité pour chaque action entre 0 à 10. Je vous donne un exemple, like et commenter 3 comptes. Bon, ça va, ça demande pas beaucoup de sortie de zone de confort. Je vais mettre 2 sur 10. Par contre, organiser une exposition, un live, une conférence, peut-être que je vais être à 8 sur 10 ou à 10 sur 10. Parce que c'est très fort, ça va me demander beaucoup de ressources pour pouvoir le faire. Ensuite, je vais vous demander de choisir une action où vous avez mis une note entre 4 et 6. Il faut quand même qu'elle soit un peu challengeante. Il faut quand même que vous sortiez un peu de votre zone de confort, mais pas trop non plus. Et ensuite, vous allez répondre à une question. Qu'est-ce qui rend cette action sûre pour moi ? Vous allez poser votre cadre ou la préparation que ça va vous demander pour que cette action-là soit réalisable dans de meilleures conditions possibles. Et la dernière chose que je vous demanderai, c'est de vous fixer une date. C'est-à-dire que cette action-là, je la fais avant vendredi 10h ou dans les 72 heures. Et je vous invite à me l'écrire ou me le dire en retour par mail. Vraiment, ça va aussi marquer quelque chose, de pouvoir le communiquer à une tierce personne en disant « je m'étais fixé ça, je l'ai fait, j'ai augmenté ma visibilité grâce à cette petite action et je suis hyper fière de moi. » Donc venez nous le dire par mail. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode autour de la visibilité, comment se rendre plus visible, qu'est-ce que ça vient raconter de nous, qu'est-ce que ça nous demande comme effort. S'il y avait une chose à retenir, c'est que parler de vous devient possible quand vous êtes dans votre sincérité, dans votre vérité. Et c'est possible que si vous êtes au clair avec votre identité artistique. Votre visibilité, elle va dépendre à la fois de votre aisance à vous raconter, mais elle dépend surtout de votre capacité à assumer votre différence et à la formuler sans vous trahir. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre, ce flou sur ce que vous avez vraiment envie de montrer, ce sentiment de ne pas savoir par quoi et où commencer, c'est souvent le signe qu'il y a un travail de fond à faire sur votre identité artistique et votre ligne éditoriale. C'est exactement aussi ce qu'on voit nous dans notre programme. Je vous mets un lien pour en parler avec un membre de notre équipe dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez que ça bouge pour vous, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il va vous donner vraiment l'envie de communiquer, de parler de vous montrer. Partagez cet épisode si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un de votre entourage. Et si vous voulez nous soutenir, venez nous mettre un commentaire sympa. Nous, ça nous motive vraiment à continuer. Merci, à bientôt.